Voilà, ce soir vous êtes réunis pour voir en avant-première un film que nous avons beaucoup aimé à Pessac. Et sans plus tarder, j'appelle son co-réalisateur Gilles Perret à venir me rejoindre. Bonsoir. Et Gilles n'est pas venu seul. Il y a également Anne Losec du collectif La Force Invisible des aides-soignants qui apportera son témoignage précieux tout à l'heure après le film. Voilà, alors Gilles, je sais que les réalisateurs en général n'aiment pas beaucoup parler des films avant que les spectateurs les voient, et c'est bien normal. Est-ce que tu peux quand même nous dire en quelques mots, c'est ton deuxième film réalisé avec François Ruffin, vous aviez déjà réalisé Je veux du soleil. Comment est né un peu ce projet qu'on va voir ce soir ? Bon, déjà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bonsoir à tous les cinémas qui nous regardent. En fait, le film qu'on vous propose ce soir, c'était presque le film qu'on voulait faire avant Je veux du soleil, dans le sens où, comme on se connaît depuis très longtemps avec François, on s'était dit, quand il a été élu député, on s'était dit que ce serait bien de faire un film pendant son mandat sur un peu son travail de parlementaire. En tout cas, trouver une faille ou une histoire à raconter, et puis finalement est arrivé le mouvement des Gilets jaunes. Et donc on s'est décidé en très peu de temps à partir sur les routes de France, faire ce film qu'on a tourné en 6 jours. Donc c'était un peu une parenthèse. Et puis finalement est arrivé un événement dans la vie parlementaire de François qui méritait de faire un film, donc sur ce que François a qualifié de métier du lien. Et donc c'est ce qu'on vous propose de regarder ce soir. Et effectivement, je ne vous en dirai pas beaucoup plus, ça ne sert à rien. J'espère que vous aurez assez d'informations dans le film pour tout comprendre sans que je vous détaille les choses avant la séance, quoi. Voilà. Bonne projection à tous, et puis à tout à l'heure. Donc. Ouais. Donc, tout à l'heure, tu as expliqué un peu comment le film était né avec François Ruffin. C'est la deuxième fois que vous travaillez ensemble. Donc François Ruffin, du côté du cinéma, il est connu pour Merci Patron, une farce édifiante qui a fait beaucoup d'entrées, 500 000 entrées. Toi, de ton côté, tu as une carrière déjà longue de réalisateur qui documente l'histoire de France des solidarités, qui a le souci de transmettre avec des films sur, par exemple, sur la sécurité sociale ou sur les résistants avec Les Jours Heureux, ou encore sur les délocalisations. Tu as fait des films aussi sur tu as le souci des causes environnementales. Tes films sont très politiques, mais avec beaucoup d'humain quand même dedans. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est articulé votre travail à tous les deux ? Qu'est-ce qu'a amené François Ruffin ? Qu'est-ce que tu as amené toi ? Comment ça se passe votre façon de travailler ? Bon, déjà, on a quand même des centres d'intérêt communs. En général, on s'intéresse quand même plutôt aux gens de peu qu'aux gens qui ont déjà beaucoup. Et effectivement, François, puisqu'on se connaît depuis un moment, a lui aussi travaillé sur les questions d'histoire, sur du Conseil national de la résistance, sur des questions comme ça, pour remettre en perspective et essayer d'expliquer aussi pourquoi on vit dans cette société-là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on est en train de faire en divisant les gens, en les mettant les uns contre les autres, etc. Donc on a quand même, je crois, tous les deux un centre d'intérêt pour les gens, tout simplement. C'est vrai que quand tu dis, si je fais des films sur l'histoire, déjà je ne suis pas historien, mais si l'histoire n'est pas portée par des personnes, par des personnages et par des gens, ça ne m'intéresse pas trop, quoi. Et donc du coup, je crois qu'on le ressent aussi dans ce film-là. On est beaucoup avec les gens et on aime bien être avec les gens et avec les gens qu'on aime bien. Donc voilà, après on se répartit, vous avez vu, notre attelage c'est quand même pas hyper sophistiqué, hein, c'est quand même minimaliste comme procédé, c'est 2 mecs dans une bagnole un peu pourrie avec une seule caméra, donc c'est pas, donc les rôles ils sont vite répartis, il y en a un qui a la parole, qui effectivement est à l'écran, et puis moi je me débrouille pour faire le reste, quoi. Donc en fait François il dit que lui c'est plutôt les oreilles et moi je suis plutôt les yeux, donc finalement l'attelage marche pas trop mal, parce qu'un film, c'est pas que du propos, il y a aussi une part laissée à l'image, quand il y a ces belles images des toilettes, par exemple, chez Joël, avec Isabelle. Et puis aussi, il y a quand même du propos, et c'est vrai que François a cette capacité-là à donner du rythme et à rebondir toujours de façon très fine et juste, y compris dans l'humour, pour qu'aussi tous les deux, on arrive à faire un film pour que ce soit pas trop chiant. Et puis, de temps en temps, on rigole. De temps en temps, on a vraiment envie de en foutre une. Et puis, de temps en temps, on pleure, quoi. Et pour que ça fasse un film qui a sa place au cinéma. Donc, en fait, je crois aussi que, pour aller un peu plus loin, après, je vous laisse la parole, parce que sinon, je vais trop parler. Mais c'est qu'on a aussi 2 caractères qui sont bien différents et qui se complètent plutôt pas mal, quoi.
Il y en a un qui est un peu plus, et puis un qui est un peu plus. Voilà, vous mettrez les qualificatifs selon ce que vous allez ressentir ce soir. Voilà. Et il y a deux autres caractères dans le film. L'attelage, le fameux attelage aussi entre d'un côté François Ruffin, député de la France Insoumise de la Somme, et Bruno Bonnell, député des Bouches-du-Rhône, La République En Marche. On comprend tout de suite dès le départ qu'ils partiront pas en vacances ensemble. Comment vous avez envisagé ça dès le départ, ce couple mal assorti, ce duo comme ça, c'est vieux comme l'histoire du cinéma. Ouais. C'est une aubaine formidable pour vous. Ah bah oui. En fait, pour tout dire, c'est même ce qui a donné l'idée à François de faire un film. Parce que moi, je viens en Haute-Savoie, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Donc c'est quand François a eu sa mission et qu'on lui a confié et qu'on lui a mis dans les pattes ce député de La République En Marche, que François m'appelle, il me dit voilà, ils veulent me barrer en mettant un co-rapporteur de la majorité. Bon, il se trouve que je l'ai rencontré, c'est un drôle de mec et c'est plutôt pas mal passé entre nous, quoi. Donc à partir de ce moment-là, il y a peut-être un film à faire. Donc après, je suis allé rencontrer Bruno Bonnell. On a eu plutôt des rapports, on va dire, cordiaux et tel qu'il est dans le film, en fait. Et du coup, c'est vrai que pour faire un film, c'était vachement bien parce que faire un film sur une mission d'information parlementaire, c'était quand même... pour pas faire un film chiant, là, pour le coup, il aurait fallu quand même être un peu plus inventif que quand on a effectivement un personnage qui ramène de la complexité, puisque c'est pas si simple. Des fois, on a envie de lui en foutre une, puis des fois, quand même, il est touchant et on sait pas s'il faut l'aimer, pas l'aimer, et du coup, ça rajoute de la complexité et puis de l'humanité aussi là-dedans, parce que il est sincèrement préoccupé, parce que alors vous en pensez ce que vous voulez quand vous avez vu le film, parce que j'ai un peu tout entendu depuis qu'on fait des débats, mais il est quand même sincèrement préoccupé. Après, c'est parce qu'il a été aussi, lui, touché directement. Et effectivement, une de tes collègues, Anne, disait hier, il ne faudra peut-être pas attendre que tout le monde soit touché directement par le handicap ou par la fin de vie pour que tout d'un coup, on se dise qu'il faut faire quelque chose, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un élément important pour faire un film de cinéma. Et puis mettre de la complexité, ça serait trop facile de faire des films trop manichéens aussi, quoi. Et le fait qu'il soit touché, on l'apprend dans le film, il y a une scène importante. Ça, c'est quelque chose que vous saviez en démarrant ou c'est arrivé pendant le film, cette révélation? Non, on savait en démarrant. Après, ce qu'on ne savait pas, c'est s'il voulait en parler ou s'il ne voulait pas en parler. Ce n'est pas toujours quelque chose de facile. C'est vrai que François, au début, il dit « tu en parleras ou tu n'en parleras pas » au début du film. Et puis effectivement, il y avait un moment donné où je pense que c'était important de le mettre, et c'est un peu le moment Bonnell où ça nous prend, on le regarde différemment, et du coup, ça, encore une fois, ça rajoute un petit peu d'humanité, un petit peu de complexité. Après, je crois que personne n'est dupe. On voit bien que dans le duo, il y en a quand même un qui bosse sur la question, puis un qui débarque quand même et qui est quand même un peu plus léger et qui débarque dans un monde qui n'est pas le sien et qui ne connaît pas. Et donc c'est sûr qu'on a aussi l'avantage avec François de côtoyer ces mondes-là et de s'y intéresser et d'être aussi à l'aise dans la façon de faire, de tourner pour que tout simplement on se sente bien chez les gens. Et c'est sûr que Bruno Bonnell est à l'aise avec les gens, mais en tout cas c'est pas son monde et on sent bien que de temps en temps ça flotte un peu et qu'il n'a pas toujours le trait d'humour qui est en adéquation avec les gens qu'on rencontre, quoi. Et alors, votre film, assez rapidement dans le film, il y a la pandémie qui arrive. Et là, le film bascule dans autre chose. En fait, dans autre chose, j'ai envie de dire, tout ce que le film démontre dans un premier temps se révèle implacable à partir du moment où la pandémie est là. Vous pouvez nous dire, alors il y a cette scène particulière où François Ruffin te téléphone pour te demander est-ce qu'on continue ou pas le film. Ça, c'est étrange, cette scène au milieu du film. Le film qui, à l'intérieur même du film, dit on continue le film. Ça veut dire qu'il a allumé sa caméra avant de t'appeler? Comment... Non, ça s'est effectivement passé. Par contre, c'est refait. D'accord. Parce qu'en fait, il fallait marquer ce moment-là, qui est effectivement un basculement dans le film où on savait qu'on partait un peu dans autre chose par rapport à ce qui était prévu, mais par contre, voilà, je pense que c'était aussi c'était pas une décision facile à prendre, parce que je sais pas, si vous vous remettez dans le contexte de l'époque, on nous avait mis quand même dans un climat de terreur, c'était quand même quelque chose. Et du coup, on bravait un peu les interdits en partant comme ça. Et ça a été quand même un moment hyper important pour faire décoller le film. Et le film prend aussi, je pense que dans le rythme, au début, on a posé pas mal de choses. Et c'est sûr qu'à partir du moment où on reprend
notre mode de fonctionnement du road trip comme ça, tous les deux, ça donne aussi du rythme au film, ça donne de l'élan. Et pour le coup, je pense que le Covid a rendu service au film, si au moins il a pu servir à quelque chose. Je n'osais pas parler d'aubaine, mais pour le film, effectivement, ouais, c'est sûr que pour tout, pour le suspense, et aussi on avait vécu ça aussi avec Je veux du soleil, où quand un pays est placé dans une situation particulière, on récolte des choses différentes. Je m'excuse de parler du film d'avant si vous ne l'avez pas vu, mais Je veux du soleil, on le tourne en 6 jours. C'est juste pas possible sur le papier. Sauf que la France était dans un état tel que les langues se déliaient, les gens avaient envie de parler, il y avait quelque chose qui se passait, et du coup, la matière première qu'on pouvait... et le rapport qu'on avait avec les gens était très très, très vite riche. Ben là, c'était un peu pareil, c'est qu'on était dans ce climat de terreur généralisée. Quand on arrive à Dieppe, en plus, c'était vraiment le calme partout. François, il se moque toujours de moi parce qu'il dit on perd du temps à aller filmer les mouettes et le silence parce que voilà, c'est toujours soi-disant on perd du temps, mais en fait, c'était vraiment la mort sur Dieppe. Et finalement, les seuls qui continuent de vivre, de travailler, ce sont les auxiliaires de vie sociale et tous ces gens qu'on continue de mépriser, mais qu'on méprise depuis très longtemps, qu'on ne voit pas, qui sont des invisibles. Et donc, du coup, ça donne aussi quelque chose au film. Quand on débarque chez Madame Michaud, par exemple, on avait les pauvres masques que la mère de François avait fabriqués, on voyait rien, enfin des gros trucs là. Et des gants, il n'y avait plus que des petites tailles pour les gants en plastique. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, François, il y a des espèces de mains. On dirait, bon, peu importe, c'était vraiment l'équipage. Et on arrive chez Madame Michaud qui vit dans dans ce rez-de-chaussée qui est même en contrebas, la nuit complète. Moi, je n'arrivais pas à régler la caméra. Il y avait de la buée avec les masques, les gants, les trucs. Et on distinguait à peine cette dame qui était sur son lit et qui te dit, moi, ça fait 2 ans que je ne me suis pas levé. J'ai plus de famille, et du coup, tu es tout de suite plongé dans un truc. Et là, tu en prends. Enfin, t'as beau dire, on sait, tout ça, mais tu en prends quand même dans la gueule, quoi, quand même. Alors là, vous arrivez à mettre de la légèreté, j'ai envie de dire. Il y a une scène très drôle à la pompe à essence, on est dans le surréalisme, ça sent le gasoil, le reblochon, et la pompe dit restez chez vous, enfin, c'est complètement délirant. Et puis tout de suite après, effectivement, on est dans des situations extrêmement touchantes, extrêmement implacables aussi, qui indignent profondément. Et juste un petit complément, parce que tu dis que c'est drôle, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'à un moment donné, il prend de l'essence, ça déborde, tout, mais pendant qu'il se sert, qu'il téléphone, que je filme et tout comme ça, il pose quelque chose sur le toit. En fait, c'est la carte bleue qui était... Donc on est parti, on n'avait plus de carte bleue, on a perdu 2 dans la semaine. Enfin bon, voilà. Donc à force de vouloir tout faire, de temps en temps, on en perd un petit peu en route. Mais bon, voilà. Et justement, tu parlais du climat de peur. Effectivement, on repense, quand on voit François Ruffin enlever son masque pour se faire reconnaître, pour parler... On se remet dans l'état d'alors où on savait beaucoup moins de choses sur la pandémie qu'on en sait aujourd'hui. Ça a été compliqué de continuer à suivre les personnes, les AVS. Et les gens vous ont reçu chez eux facilement ? Ouais, pas trop mal, ouais. En fait, je sais pas, on s'est pas trop posé la question. Je crois que... non. Mais encore une fois, je crois que c'est pas... Il y a un côté un peu bricoleur dans notre attelage qui fait que... Enfin, c'est 2 mecs qui se pointent comme ça. Et, enfin, il n'y a pas une espèce de protocole d'une grosse équipe de télé ou de cinéma qui viendrait et tout. Là, ça se fait quand même assez simplement avec des contacts qui sont finalement assez simples, assez directs, comme si toi, tu allais voir tes voisins. Donc, en fait, voilà, non, il n'y a pas eu de difficulté à ce niveau-là. Et alors, Anne, vous étiez en première ligne à ce moment-là, vous aussi. Oui. Dans le film, à ce moment-là, on a ce montage parallèle terrible entre le discours d'Emmanuel Macron, le fameux « Nous sommes en guerre », et puis tout ce qui manque à ces femmes en première ligne. Il y a la phrase terrible de cette infirmière qui dit le soldat fait sa propre armure. Comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté, qui étiez justement en première ligne à ce moment-là ? Nous, on l'a vécu, comme vous le dites, on était au travail, et, on faisait 200 heures, on était là tout le temps, sans protection. Nous, on est partis en guerre sans protection, comme les infirmières, comme les soignants. On a dû faire nos masques, on a dû faire nos protections. Alors, pendant 3 semaines, parce qu'après l'ARS a décidé de nous fournir des masques et du gel. Donc après, on est allé travailler
Pour vous dire, les jours de repos, on n'en avait plus. Pour ma part, personnellement, j'ai fait un mois de mars sans jour de repos. C'est-à-dire que j'allais travailler tous les jours. Alors c'est peut-être 3 heures, 4 heures, certains jours, parce que je disais aussi que j'étais fatiguée. Mais on était les seuls liens, parce que la famille ne venait plus, parce qu'il y avait le confinement. Les paramédicaux ne venaient plus, non plus. Donc on était leur seul lien, et on prenait tout, en fait. Là, ce que montre Gilles, quand il filme, c'est la pudeur des métiers, du lien. Et ça, c'était fort pendant la pandémie. On était dans la pudeur, on était dans la confession, on était dans l'intime. Déjà, on rentre dans l'intimité puisqu'on rentre à domicile, mais là, on était encore plus. Et Gilles a su, par les images, tourner, retranscrire cette pudeur qui est notre métier. Après, moi, par rapport à ce que tu dis, c'est sûr que c'est délicat, filmer des toilettes, des choses comme ça, mais en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'on voit jamais ce type d'image, quasiment jamais, mais c'est pas pour me tirer des fleurs, c'est qu'en fait, on ne filme pas le travail d'une manière générale. C'est très difficile de filmer dans les entreprises, c'est très difficile là d'entrer chez les gens, donc le travail a disparu globalement des écrans, et là en plus le travail sur l'humain encore plus, sur des métiers qui sont aussi dévalorisés. Donc, et certes il y a une façon de filmer, mais c'est aussi, on est un petit peu surpris parce qu'on a plus l'habitude de passer les portes des entreprises ou les portes des individus pour filmer les gens au travail, quoi. Comme si c'était devenu quelque chose de tabou ou comme si plus personne travaillait, j'en sais rien. Oui, alors peut-être pas tabou, mais en tout cas, ça reste pour le domicile, ça reste à domicile. C'est-à-dire qu'on rentre, on est invisible, on ressort, on est invisible. Donc toutes ces émotions que tu as filmées restent dans un milieu clos qui est le domicile. Donc on ne peut pas le voir, on ne peut pas le côtoyer, sauf si on a besoin de nous. Et puis, je crois aussi qu'en vous filmant, en voyant le niveau de compétence qu'il faut, si on expose tout ça devant tout le monde, il y a quand même quelque chose de proprement scandaleux quand on parle de vos salaires. Parce que quand on dit des salaires de 800-900 euros, comme normalement on est dans un pays où il y a un SMIC, ça vous paraît juste pas possible. Enfin, je pense que tout le monde a compris que c'est uniquement parce que c'est difficile d'avoir des pleins temps, puisqu'il y a beaucoup de périodes pendant lesquelles les personnes s'arrêtent à midi, il y a des temps de pause qui ne sont pas comptabilisés, donc des grosses amplitudes horaires. Et finalement, avec pas des salaires à temps plein. Mais quand je parle de vos compétences, c'est quand même... on leur demande... Bon, il faut manipuler des personnes. Il y a quand même un peu de gestes... Enfin, t'en parleras mieux que moi. Des gestes médicaux. Il faut faire à manger. Des fois, on demande de faire un peu de ménage, même si c'est pas toujours contractuel. Vous avez vu aussi que Sabrina, on lui demande de remplir les feuilles d'impôt. Et puis tout ça avec un chronomètre à la main. Et puis on sait très bien aussi qu'on compte là-dessus parce que ce sont... déjà, on fait ça parce que ce sont des femmes, je pense, quand même, dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, on sait bien que tu ne vas pas te barrer si la toilette n'est pas tout à fait terminée et que si comment t'appelles ça, la prestation. Ouais, enfin, si ça sonne et que c'est la fin de la prestation. Donc, en fait, la plupart des AVS débadgent, comme elles disent, en faisant croire qu'elles sont parties, puis elles restent encore 10 minutes de plus. Et on compte beaucoup sur la conscience professionnelle et sur l'humanité des AVS pour en faire plus que ce pourquoi elles sont payées. Oui, exactement. Alors déjà, nous, ce qui nous choque, c'est qu'on a amené la badgeuse, la pointeuse, on met les noms qu'on veut, c'est-à-dire qu'on rentre à domicile, on a un téléphone, on pointe, et pour la fin de la prestation, le téléphone sonne, on dépointe. Et bien souvent, quand c'est des levées et des toilettes, et bien on dépointe à l'heure et on fait du travail, enfin du bénévolat puisque ça s'appelle comme ça, hein, on n'est pas payé et ça amène aussi une autre vision, c'est-à-dire que pourquoi on fait ça ? Pourquoi humainement on fait ça ? Parce qu'on est dévoué à notre métier, on aime l'humain, et ensuite c'est aussi parce que ces personnes-là, certaines, ont des petites retraites.
et que si on badgeait les 35 minutes ou les 40 minutes qu'on fait au lieu de 30 minutes, ça leur serait comptabilisé. C'est-à-dire qu'ils paieraient une surcharge à la fin du mois. Et nous, on dit non à ça, en fait. Donc on prend sur nous. On prend et on fait du bénévolat. Vous êtes la variable d'ajustement, en fait. Exactement. Alors, dans le film, on entend une phrase, je crois que c'est Séverine, elle dit « Si j'avais pas d'enfant, j'aurais jamais travaillé dans le ménage ». Est-ce qu'on a l'impression que ça fait partie des... que parce que ce sont beaucoup de femmes et que comme elles ont des enfants, en fait, elles ont une abnégation encore plus grande que des hommes qui n'auraient pas... J'ai l'impression que ça rentre en ligne de compte et que le système le sait. En plus de leur isolement, qu'elles ne soient pas... Oui, certainement. Ah, pardon, Anne, tu allais répondre. Non, vas-y. Alors, c'est pas de la négation, je pense que ça va bien plus loin, c'est aussi l'éducation qu'on donne. Ça part de l'éducation. L'éducation, quand c'est une fille, on va acheter une poupée, on va acheter une dinette, on va acheter l'aspirateur, on va acheter l'habit de l'infirmière. Un garçon, on va acheter le pompier, le docteur, le policier. En fait, c'est dès le départ que l'éducation prend tout son sens. C'est-à-dire que la femme, elle peut tout faire. Sauf que nos métiers ont besoin de compétences et de formation. Parce que changer des coups, faire des changes, faire une toilette, c'est des actes techniques pour ne pas brusquer les corps, pour être douce, pour être doux, parce qu'il y a aussi des hommes dans nos métiers. C'est apprendre à manipuler un corps qui est meurtri et blessé par la vie. C'est tout ça, en fait, qu'on ne prend pas forcément en compte et qu'on ne revalorise pas, en plus du lien social qu'on doit créer. Et puis au-delà de ça, je crois que c'est le fruit de l'histoire du patriarcat, en tout cas. C'est des siècles pendant lesquels les femmes ont fait ces métiers-là bénévolement à la maison. Et donc, du coup, aujourd'hui... elles ne vont pas en plus demander à être bien payées, quoi. Tu vois, il y a quand même un reste de ça et vous en êtes les victimes, c'est sûr. Oui, on en est les victimes, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre conscience que c'est un sujet sociétal. Le maintien à domicile, aujourd'hui, je parle du maintien, mais il y a les métiers du lien. Si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, les jeunes de demain deviendront les personnes âgées, ils n'auront plus de maintien à domicile. Si on ne prend pas en compte toutes ces spécificités qu'on a dans notre métier, les horaires, le salaire moyen mensuel de 972 € et pour des temps partiels majoritaires, si on ne revoit pas ces conditions de formation, de lien, on ne pourra plus faire le métier à domicile. En fait, on est en manque et en 2040, il y a le papy-boom qui arrive. C'est-à-dire, nous, les jeunes d'aujourd'hui, on sera les papy-boom de 2040. Et moi, je ne veux pas d'un maintien à domicile tel qu'il est aujourd'hui. À un moment donné, dans le film, François Ruffin dit « Je suis pour... un service public des métiers du lien ». Et il y a l'exemple qui est montré de ces Dieppe où Nicolas Langlois a fait salarier par la ville, en tout cas pour partie, les AVS. Et je crois qu'elles ont 200 € net par mois, c'est ça ou... C'est un début de réponse à court terme, ça, comme possible. Oui, non, mais en tout cas, on choisit de faire cette séquence-là dans le film. Bon, déjà, pour faire un film qui soit aussi un peu positif par moment. Puis je crois que c'est aussi... il y a des moments où il faut aussi revaloriser la place du politique. Parce qu'il n'y a pas que des politiques qui sont les bras ballants, qui foutent rien, et puis qui se laissent aller à l'air du temps, et puis qui se sont laissés embarquer dans le ni droite ni gauche, le truc où l'État, plus il y en a... moins il y en a, mieux on se porte, et puis finalement tout le monde se désengage de tout. On montre qu'à Dieppe, quand il y a des politiques qui ont un peu de courage politique et puis qui affrontent certaines institutions, parce que quand la ville de Dieppe, c'est Sébastien Jumel, qui est maintenant député communiste à l'Assemblée, était maire, quand ils ont mis en place ça, vous imaginez bien que la Cour régionale des comptes leur est tombée dessus. Enfin, tout le monde leur disait c'est scandaleux, les déficits, les impôts, les trucs, ça allait être une catastrophe.
Et en fait, ce qui s'avère être la réalité, c'est que ça s'est très bien passé. Évidemment que le quotidien de ces femmes a été amélioré parce qu'elles peuvent s'organiser, elles ont un salaire fixe, elles bénéficient du comité d'entreprise de la ville, enfin de tous les services de la ville en commun pour des temps de parole, pour des temps d'échange, plein de choses comme ça, donc elles sont quand même bien mieux. Je ne dis pas qu'elles gagnent des milliers et des cents, c'est pas la question, mais dans la tête, elles sont installées et surtout elles appartiennent à un groupe. Et quand on appartient à un groupe, on est plus fort. La démonstration à la fin dans la scène, la fausse Assemblée nationale est probante. Et donc là, ça montre que voilà, il y a des responsables politiques qui ont du courage, et le courage politique, en plus, ça paye. Parce qu'en fait, ils font un boulot de dingue à Dieppe, qui n'est pas une ville facile. Nicolas, le jeune maire que vous avez vu, aux dernières élections municipales, avec son étiquette du Parti communiste, qui n'est pas une étiquette qui est forcément très en vogue, il a été élu au premier tour avec 62% des électeurs. Donc voilà, c'est juste qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours céder à l'ambiance, et on a le droit de faire front et un peu de courage politique, et ça paye, quoi. Ça paye électoralement, mais ça paye aussi pour le bien-être quotidien des administrés. Ce n'est pas pour leurs pommes qu'ils font ça, parce qu'ils en passent du temps, quoi. À Dieppe, ça reste un exemple seul, presque seul, hein, Dieppe, hein, parce que dans nos métiers, on a plusieurs statuts. Donc Dieppe a le statut de fonction publique qui dépend de CCAS, et ça, c'est à prendre en exemple, en fait, on peut être capable de faire quelque chose avec peu de moyens pour revaloriser. On est bien consciente qu'on ne sera jamais riche, mais si on prend en condition, nos conditions de travail en compte, c'est déjà une richesse pour nous et déjà une richesse pour le métier. Clairement. Excuse-moi de piquer la parole, mais il y a quand même, à un moment donné, Nicolas, dans le film, il dit, parce que la précarité, ça coûte cher. C'est un choix politique. Mais bien sûr, évidemment que la précarité, ça coûte cher. Et vous croyez que ces femmes qui exercent ces emplois-là, ils restent peu de temps, parce qu'en fait, c'est fatigant, on ne gagne pas assez bien notre vie. Quand il y a possibilité de se barrer ailleurs, et en gros, il y a beaucoup de femmes précaires hein, chez les AVS et tout, et la précarité, et ça coûte cher à la collectivité, en assistante sociale, en aide qu'il faut aller chercher, en trucs, et en plus, même en termes médicaux, et tous les soins qu'il faut apporter aux personnes qui sont dans la précarité. Donc même le constat économique est mauvais à long terme. Sauf que comme chacun raisonne dans sa petite chapelle, son petit truc, on ne regarde jamais le coût global, eh bien, on continue de se désengager. Les sociétés privées fleurissent aussi dans les sociétés d'aide à la personne, mais évidemment, elles s'installent là où il y a une grosse concentration de population. Comme ça vous permet de passer d'une personne âgée à une autre en 5 minutes au lieu de... Mais vous pensez bien que là où on habite, en Haute-Savoie, dans nos petits villages et tout, avant que des sociétés privées viennent s'installer là, on n'est pas près de les voir, quoi. D'ailleurs, c'est très révélateur le nombre de plans qui sont dans le film avec des femmes au volant, dans des voitures. Et voilà, on pense d'ailleurs aux gilets jaunes aussi à ce moment-là, parce que c'était quand même partie des taxes sur le carburant. Enfin, ça fait un drôle d'effet. Et donc, le film, au-delà d'être un hommage à ces femmes, un très bel hommage à leur travail et à leur foi, j'ai envie de dire, c'est aussi le récit, comme tu le disais, d'un projet de loi. C'est quand même ça, fait d'une manière assez digeste, on va dire, enfin assez drôle aussi des fois. Il y a cette scène surréaliste où François Ruffin refuse de voter pour son propre texte. Et j'ai trouvé assez subtil le montage de cette séquence, parce que effectivement, il pique une grosse colère, et c'est comme ça, et c'est très bien. Mais si cette séquence avait été toute seule, on aurait pu trouver qu'il faisait son métier un peu cabotin de politique, tout ça. Et puis derrière, tu mets cette séquence dans la rue où tu lui dis, tu t'y attendais quand même. Et puis là, on voit quand même quelque chose de plus profond, de plus d'un homme qui n'arrive pas à faire son travail finalement, ou qui est en but à une réalité compliquée. Je trouve ça assez ouais, beau. C'est des beaux moments qu'on peut capter comme ça, même si on se connaît un peu dans l'intimité. Parce que, oui, François, il a cette image de battleur, mais bon, ça va pas toujours bien, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est un bosseur de malade, mais à un moment donné, on peut comprendre qu'on baisse un peu les bras, et puis que
ça va, quoi. Puis surtout qu'ils le prennent pour un fou à l'Assemblée. C'est-à-dire que dès qu'il prend la parole, il y a une espèce de mécanique qui se met en place à l'Assemblée nationale où il y a les pions de Macron, là, les députés marcheurs, qui sont là. En fait, l'Assemblée, on sait que en ce moment, ça ne sert à rien, évidemment, puisqu'ils votent tous selon ce que Macron leur demande de voter, mais ils mettent des gens dès qu'il prend la parole, qui parlent derrière, t'es magot, n'importe quoi, machin. Donc ça s'ouvre, tout ça, donc c'est à longueur de séance qu'on est là aussi pour le décrédibiliser. Donc il y a des fois, enfin voilà, ça peut être un peu fatigant, quoi. Après, tu dis c'est un naufrage sur ce projet de loi, on peut dire, avec beaucoup de mépris enfin c'est incroyable à quel point c'est là où s'arrête l'humanité de Bruno Bonnell, c'est qu'à un moment donné, effectivement, on peut avoir bonne conscience, on peut penser qu'il faut changer les choses, mais le lendemain, si on vote les pires saloperies de Macron, qui libéralise, qui fragmente la société, il y a un petit problème d'adéquation, quoi. Et donc, dans l'Assemblée en ce moment, c'est vrai que elle ne sert à rien, puisqu'on sait que toutes les décisions sont prises en amont et que c'est juste une chambre d'enregistrement des volontés du prince et éventuellement, si ça grince un peu des dents, ils se font taper dessus. Éventuellement, il reste toujours le 49-3. Donc effectivement, dans notre société de cette 5e République, avec des présidents qui utilisent leur pouvoir au maximum comme ça, puisque même Bruno Bonnell, qui est quand même quelqu'un qui est bien placé dans la machine de la République en marche, puisque il était un peu à l'initiative sur Lyon et tout ça. Il n'a plus du tout accès à Macron. Enfin, il s'est enfermé dans un petit cercle de pouvoir. Et il est tout seul. Et donc, c'est un peu flippant quand même. Et c'est vrai que quand on est à l'Assemblée nationale, mis à part que ça ne sert à rien, on a quand même l'impression d'être quand même dans un autre monde. Cette Assemblée qui est censée représenter les citoyens, vous avez l'impression que vous croisez toujours les mêmes députés, parce qu'ils c'est tous les mêmes. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez ici, mais que ce soit des femmes ou des hommes, c'est toujours le même proto que vous croisez. Et donc, ce n'est pas les gens qu'on croise moi dans mon village et vous, là où vous habitez, respectivement, je peux vous promettre, quoi. Donc il y a un vrai problème de représentativité. Du coup, la représentativité, vous l'avez faite vous-même. Pardon. Et le film rebondit quand même, parce qu'après, on va passer la parole à la salle, évidemment. Le film rebondit sur cette séquence finale magnifique. Ouais. J'ai l'impression galvanisante. Comment cette idée vous est venue? C'est vraiment une idée qui est arrivée dans la cuisine de Bruno Bonnell, quand il a dit on va faire quand François Ruffin a dit... On y avait déjà réfléchi un peu. En fait, à l'origine, quand François m'a proposé le projet, il me dit bon, de toute façon, ça va être comme ça avec Bruno Bonnell, mais il dit on va essayer de faire ce qu'on peut, mais tous nos amendements, ça va être jeté à la poubelle. Enfin, c'était assez prémonitoire de ce qui allait se passer, et donc ça va être comme ça. Et moi, je lui dis, mais attends, moi, je pars pas sur un film où les films sociaux qui se finissent mal à la fin, on en voit beaucoup, quoi. Donc pas un de plus, ça suffit. Et donc, je lui dis, on va essayer de faire une fiction à la fin, de fictionner et de trouver quelque chose. Alors, on est passé par plusieurs propositions pour finalement arriver à cette Assemblée des femmes où on a réussi à faire venir toutes ces femmes dans cette fausse Assemblée nationale, puisque c'est la salle du CESE, c'est pas la vraie Assemblée nationale, mais avec enfin, c'était super émouvant parce on s'est retrouvé avec des femmes qui, l'espace d'une journée, se sont vraiment, au bout d'un moment, dans cette salle, prises pour les députés d'un jour, et on voit quelle émotion est née dans cette salle, et c'est aller au-delà de nos espérances, parce qu'on avait mis en scène un peu notre truc avec plusieurs caméras, en disant, elles vont prendre la parole, elles vont déposer des amendements, et puis ça va être rigolo, enfin en tout cas ça sera porteur d'espoir, mais on avait sous-estimé la force et la capacité d'appropriation de la fonction qui a été celle de ces femmes, et c'était magnifique, c'était émouvant. Enfin, j'espère que vous avez été émus par cette séquence, mais nous on l'était en tout cas. Et pour nous, c'est une démonstration incroyable de voir que quand on met des gens ensemble, quelle force ils ont et comment ils relèvent la tête, quoi. Et c'est le problème de vos professions, où vous êtes chacune toute seule dans votre coin, en ayant chacune l'impression, et chacun, pour les hommes précaires, de subir les choses et de vivre cette violence sociale, chacun tout seul dans son coin. Et quand on est en groupe, on se dit ouf, au moins on n'est pas tout seul. Et l'exemple le plus beau, et peut-être qu'on est, enfin voilà, et François est d'accord avec moi, c'est quand même l'exemple de Jeannette.
Jeannette, cette dame, la femme de ménage qui vient en cachette voir François un matin où j'étais dans son bureau, quand même, enfin, vous avez tous les images en tête, c'est quand même, alors vous l'avez peut-être pas reconnue parce qu'elle s'était coiffée différemment pour l'Assemblée, mais c'est quand même elle qui, à la fin, harangue la foule en disant les femmes debout, quoi, debout les femmes, et puis tout ensemble, enfin... Et là, tu te dis quel parcours. Et elle nous accompagne. Elle fait même la une de Cosette. Si vous achetez Cosette de cette semaine, il y a 3. Il y a Hayat, AESH. Il y a Martine, qui est AVS à Abbeville. Et puis Jeannette, qui est femme de ménage à l'Assemblée. Donc, voilà. Et puis quand on donne la parole à des gens, eh ben, on voit qu'ils ne sont pas plus cons que les autres, quoi. Il faut juste faire confiance. Voilà. Eh ben, on va donner la parole à des gens. Voilà, je rappelle au cinéma qui nous regardent, qui peuvent envoyer des SMS, on va prendre leurs questions aussi, évidemment. Voilà, je m'excuse auprès de Castelnaudary, qui n'est absolument pas en Haute-Garonne, mais dans l'Aude. Bonsoir, je voudrais savoir dans quelles conditions vous avez tourné la scène de la commission. Est-ce que c'était vraiment c'était sur le vif, vous avez dû avoir quelques difficultés. Enfin, les députés qui étaient dans la commission étaient au courant qu'ils étaient filmés? Alors non, si vous parlez de la commission quand François s'énerve, oui, quand il dit ça va continuer comme ça, les femmes vont continuer de se lever à 4h du matin et avec tous vos bobos et tout ça. C'est au moment de... Oui, quand il parle, quand il dit que son texte a été complètement... Oui. Alors ça, en fait, c'est des images que vous pouvez avoir accès. Ce sont des images qu'on a piquées sur le site de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut savoir que tout est en ligne. Les débats, y compris dans les commissions. Donc là aucun mérite. Oui, très bien. J'ai aucun mérite. On a juste piqué les images. Voilà. Oui. Moi, j'étais à l'entrée et à la sortie quand François était sur son caillou tout seul. C'est vrai que tout est public et c'est oui, normal. Oui. Et c'est bien d'ailleurs. Oui. Parce que tout le monde, après, il faut les trouver, mais c'est bien que les citoyens aient quand même accès à ces discussions en commission et en hémicycle. Ce sont les vraies conditions d'une démocratie qui se dit telle. Enfin, voilà. J'ai une personne. Bonsoir. D'abord, je voulais dire bravo pour le film parce qu'il y avait des moments graves, mais aussi beaucoup de moments d'humour sur un sujet aussi grave. Voilà, je parle au nom de l'organisation de Femmes Égalité. Et nous, on pense que l'augmentation du salaire pour les aides à domicile, elle est indispensable parce que c'est un métier qui est un métier clé de la société. Je crois que ce qui n'a pas été dit, c'est qu'elles sont 700 000 en France. Voilà, nous avons fait une exposition en 2015 et une brochure que j'ai là que je voudrais vous remettre, Monsieur Perret. Et sur cette brochure, on intervient, on décrit la vie des métiers féminisées, des femmes au travail, invisibles mais indispensables, compétentes et mal payées. Et on aborde d'autres métiers, comme le commerce et la distribution, les employés de la restauration, le personnel au sein de l'école, les personnels de l'hôpital, les professionnels du travail administratif, de la coordination et de la communication. Je voudrais simplement rajouter que je félicite la création du collectif Force Invisible, et je voudrais avoir un peu plus de détails sur comment est venue votre idée de créer ce collectif. Et ensuite, je voudrais aussi féliciter les aides à domicile qui ont appelé pour la première fois une grève de 24 heures le jeudi dernier. Voilà. Alors, mon idée de monter le collectif, elle est venue suite à une journée bien remplie. Je m'occupe plus particulièrement des personnes avec des handicaps. Et parce que le maintien à domicile, c'est pas que les personnes âgées, c'est les personnes en perte d'autonomie et les personnes handicapées. Donc c'était un dimanche pendant la pandémie. J'ai fait 8h, 20h. J'ai pris toutes les angoisses des personnes
Et j'étais fatiguée. Et je me suis assise sur mon canapé et j'avais mon mari juste à côté. Et je lui dis, je suis seule. Et là, il me regarde et il me dit, non, t'es pas seule, je suis là. Et je lui dis, non, tu comprends pas, je suis seule dans mon métier. J'ai personne à qui parler. Et il me dit, mais t'as tes collègues. Et je lui dis, non, je vais pas appeler mes collègues puisqu'elles sont dans la même détresse psychologique que moi. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour qu'elles puissent libérer leurs paroles, qu'elles puissent se soulager parce qu'on a eu une période difficile. Donc j'ai monté ce collectif et en fait, je me suis pas aperçue que j'étais pas toute seule en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est 5500 sur le collectif, 5500 à réfléchir sur le maintien à domicile. Et ça, je ne l'ai pas vu arriver parce que je me croyais seule. Voilà. On est un métier où on est isolé, on a très peu d'écoute. Pour faire simple, c'est-à-dire que vous partez avec votre voiture, et vous l'avez vu dans le film, c'est très bien expliqué, hein, vous partez le matin, vous rentrez le soir, et vous n'avez pas vu le bureau, vous avez vu personne. De professionnels. Hein. Vous avez vu les bénéficiaires, mais vous prenez tout des bénéficiaires. Leur détresse, leurs larmes, leur joie, parce qu'ils nous apportent beaucoup aussi. L'humain, ils nous apportent l'humain, ils nous expliquent leur vie. Et ça, on n'a rien. On rentre le soir, on a une charge mentale, on est des femmes, 97% de femmes dans ce métier. Et on a une vie derrière, familiale. C'est-à-dire qu'on a la charge mentale familiale qui arrive, c'est-à-dire les enfants. Et en fait, on ne parle pas. On ne parle pas au conjoint parce qu'on ne veut pas l'impliquer dans notre détresse. Et on repart le lendemain en faisant la même chose. C'est-à-dire qu'avec la même détresse, encore plus. Et ce collectif a permis à des filles comme moi, à des hommes aussi, parce qu'on a des hommes, à libérer cette parole et à se dire il faut que maintenant on fasse quelque chose. Et maintenant, il faut qu'on se mette debout. Le titre est bien choisi. Il faut qu'on se mette debout et qu'on dise on existe un sujet sociétal et qu'il faut qu'on travaille dessus pour demain. Alors, j'ai beaucoup de messages qui arrivent, documentaires émouvants, instructifs, avec une BO adaptée magnifique à la chanson de Bourvil sur ce film, mais terrible aussi, qui met en exergue combien il est difficile de faire passer des lois dès qu'il s'agit de précarité. Bravo à Gilles, ça c'est Elisabeth de Barbezieux. Beaucoup de merci pour ce film de grande utilité publique. On nous demande qu'aurait dit Victor Hugo. De la part de Sarah de Montbrison, est-ce que vous avez senti une évolution des mentalités et des actions à destination des métiers du lien depuis le début du tournage et jusqu'à aujourd'hui? Et enfin, par rapport à M. Bonnel, a-t-il accueilli le film avec ce montage? Avez-vous conservé le lien avec ce député? Alors, ça c'est le téléphone sonne en fait, c'est pas... C'est difficile, il y en a beaucoup. Mais c'est chouette, bravo pour l'organisation. Voilà, j'espère que c'est bien. Oui, il faut le dire, ils mettent en place un truc qui est quand même assez inédit. Donc, voilà. Alors, à l'envers, Bruno Bonnel, il a adoré le film, il nous adore, il veut faire des débats avec nous, on va faire un débat avec lui à Lyon la semaine prochaine. Il a cette capacité à... Évidemment qu'il n'est pas dupe de l'image qu'il donne dans ce film-là, mais en même temps, il y a un petit côté aussi, peu importe comment on parle de moi, pourvu qu'on parle de moi. Et puis aussi, sincèrement, il est touché, il continue de croire qu'il va contribuer à améliorer le quotidien de ces femmes. Donc après, nous, on continue de penser que tant que Macron sera là, ça ne changera rien, sauf quand la bonne conscience et qu'à un moment donné, ça se voit qu'ils ne font rien. Et j'en veux pour preuve, c'est quoi l'article, le truc 43, c'est comment vous... Ouais, l'avenant 43. En fait, je ne sais pas si vous avez vu dans le générique, mais tout d'un coup, il y a eu 200 millions d'euros qui ont été attribués aux auxiliaires de vie sociale.
Alors en fait, c'est pas un truc qui a été voté à l'Assemblée ni quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, la mauvaise conscience les rattrape. Et il y a eu déjà ce problème sur la diminution des primes pour les conjoints des personnes handicapées quand ils sont de... Bon. Après, il y a les AVS qui ne sont jamais augmentés. Il y a les amendements de François qui sont jetés à la corbeille. Au bout d'un moment, ça finit par se voir. Donc, comme c'est les rois de la com, hop, tout d'un coup, il y a 200 millions d'euros qui sont arrivés directement par la volonté de Macron, qui sont arrivés dans le budget de l'État, qui ont été parachutés. Alors ça a été doublé depuis, mais c'est pas qu'il y a tout d'un coup une grande préoccupation pour les classes sociales inférieures. C'est juste que on fait de la com et on essaye de maintenir la marmite pour que saupoudrer, puis surtout communiquer. Donc en fait, voilà, les avancées qui sont pas négligeables, parce que 30 euros sur un salaire de 700-800 euros, ça se prend, hein. Mais en fait, tout est comme ça. C'est pas une réflexion politique qui avec une classe politique qui serait censée s'occuper de ses citoyens, de son bien-être. Pas du tout. C'est juste d'essayer de sauver les apparences et de gérer la com, quoi. Donc il y a pardon. Et en plus, cet avenant... vas-y, je te laisse dire, parce que je sais ce que tu vas dire. Oui. Même si on ne se connaissait pas avant ce soir. Mais... Non. Alors, le gouvernement a fait un effet d'annonce avec l'avenant 43. Il faut savoir que cet avenant 43 n'est pas pour toutes les aides à domicile, les auxiliaires de vie et les assistantes de vie. C'est-à-dire que le métier est morcelé. On a 4 statuts. On a le statut public, on a le statut des associations, on a le statut du privé et l'employeur employé. Et cet avenant 43 est spécifique pour les associations. C'est-à-dire qu'il exclut tous les autres statuts. C'est-à-dire sur 700 000, il y en a 220 000 qui vont toucher entre 30 euros et un peu plus celles qui sont diplômées et qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. Et heureusement qu'on les paye un peu plus, parce que 10 ans d'ancienneté dans ce métier, moi je leur tire le chapeau. Mais par contre, on précarise encore plus le maintien à domicile parce qu'on ne prend pas en compte toutes les professionnels. Et la communication, on a donné aux aides à domicile 15%. Ça, vous devez le voir dans les journaux, c'est leur communication. Et en réalité, ce n'est pas du tout ça. Donc il faut faire attention aux annonces qu'ils font, parce que la réalité du terrain, elle n'est pas là. Une question dans la salle. Bonjour. C'est bien, il n'y a que des femmes qui ont pris le micro dans la salle. C'est bien, c'est bien. Donc, je me présente, j'ai 20 ans et j'ai eu la chance de travailler pendant 1 an dans une structure d'aide à domicile, une association particulièrement. Donc moi, j'étais dans les bureaux. Et je vous remercie du coup de ce film qui montre vraiment le quotidien des aides à domicile. Nous, en tant que personnel du bureau, on voit toute la difficulté des aides à domicile et ça nous fait mal de voir cette difficulté-là. Et donc, je vous remercie d'avoir pu mettre en lumière ce qui s'est passé. Moi, je fais des études d'assistante sociale. Donc, au final, il y a un lien entre les deux, puisqu'au final, c'est la limite des aides de l'État. C'est-à-dire qu'en tant qu'assistante sociale ou en tant que personnel du bureau d'aide à domicile, on aimerait faire toujours mieux, mais malheureusement, il y a les limites de l'État, et voilà, c'était juste pour dire ça. Mais, oui. Je te remercie de témoigner que quelqu'un du bureau, parce que moi aussi j'ai été dans les bureaux et je sais toute la pression qu'on a pour éviter justement de faire de la maltraitance vis-à-vis des salariés et en fait on fait malheureusement de la maltraitance parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Moi, ce qui me fait mal, c'est le matin de devoir réveiller les aides à domicile parce qu'il y a des arrêts maladie et que donc les personnes âgées ne peuvent pas déjeuner. Qu'on s'est posé plusieurs fois la question de qui va y aller. Donc au final, des fois, on se disait qu'en tant que membre du bureau, on allait se dévouer.
On a toujours réussi à trouver une solution, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, et oui, et du coup, nous, on essaye d'être bienveillants, même si les conditions ne le permettent pas forcément. Mais rien qu'un petit café, des fois, ça fait du bien. Oui, un temps d'écoute fait du bien. J'ai une question de Sophie Marcussi de Tulle, en Corrèze. Elle dit bravo depuis Tulle. Allez-vous porter ces propositions auprès des différents candidats à la présidentielle? Allez-vous organiser une projection spéciale pour eux et les inciter à débattre? C'est à moi que ça s'adresse? Oui. Vous êtes sûr? Bon, d'accord. Nous, on va faire, en tout cas avec le film, bon, vous avez compris, en général dans nos films, on essaye aussi que ce soit... alors, on essaye de faire du cinéma quand même, parce qu'on ne va pas squatter les écrans de cinéma s'il n'y a pas de cinéma. Il y a d'autres endroits pour faire des tracts militants, mais en tout cas, c'est clair que le film peut être considéré comme un outil. Donc, il sort en sortie nationale le 13 octobre, donc n'hésitez pas à vous en servir dans les salles où il sera projeté pour faire des débats. Et plus on en parle, mieux ça va. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, Sabrina et Isabelle, elles disent « Avant, on parlait jamais de nous, maintenant, on parle plus de nous ». C'est vrai que c'est venu un peu plus depuis quelques années, et notamment avec la crise du Covid, on parle un peu plus de ces métiers-là. Et plus on en parle, plus on les bouscule, plus on est présent, et plus vous êtes nombreuses et plus vous êtes groupés. Évidemment que c'est toujours une question de rapport de force et qu'il y a une chance que les choses évoluent. Donc voilà, nous, il y a le film, François, il est parlementaire, donc évidemment qu'il va continuer de faire le battleur. Là, il arrêtera la tournée mi-octobre parce que vont arriver les questions de budget à l'Assemblée nationale, et ces questions-là vont encore se poser. Mais il y a cette question de toute façon qui est le serpent de mer, la question du... j'ai pas dit de merde, le serpent de mer, de la question du grand âge. Et effectivement, ce défaut, ça n'arrive jamais à l'Assemblée, mais on sent bien à travers ce film que c'est plus possible d'être dans cette jungle, avec tous ces statuts, tous ces salaires différents, entre les dotations qui sont différentes en fonction des départements, les statuts qui diffèrent, le particulier employeur qui a un rapport qui est des fois délicat quand même entre la personne âgée qui rémunère directement son salarié. C'est pas toujours évident, ça se passe très bien dans certains endroits, mais c'est quand même compliqué parfois. Donc il faut absolument qu'il y ait un statut et qu'il y ait une unification du statut sur l'ensemble du territoire, et puis qu'il y ait un minimum de revalorisation pour ces métiers, quoi. Et donc il y a quand même un truc on voit bien sur ce film-là, il y a des gens qui n'aiment pas trop ce qu'on fait, ou en tout cas dans la presse. Mais sur ce film-là, ça pose quand même des questions. On a beau aimer François Ruffin, pas l'aimer, machin et tout, il y a quand même des questions sérieuses qui sont posées, et c'est quand même difficile de nier la réalité de la situation en regardant ce film et en vous côtoyant. Donc j'espère que ça contribuera à améliorer aussi votre quotidien. Alors nous, on va s'en servir, on va aller voir les candidats. En tout cas, on va leur demander des rendez-vous, justement pour parler du maintien à domicile, parce qu'il faut savoir aussi, ce qui n'est pas dit, ça fait 5 fois que la loi du grand âge est reculée. 5 fois. C'était un des piliers de M. Macron pour son quinquennat. Il a fermé la porte. Alors là, M. Castex a fait une annonce en mettant un plancher pour l'APA à 22 € et peut-être 3 €, mais ça n'est pas encore validé sur le plan national. Mais ça ne résoudra pas nos conditions de travail, parce que la plupart sont déjà à 22 €, voire plus. Alors c'est bien parce que ça permet aux structures qui sont en dessous de 22 € de s'aligner au niveau national, mais ça ne touchera pas nos conditions de travail. Et le vrai sujet, c'est nos conditions de travail. Si on veut avoir du personnel embauché, recruté, parce que ça, c'est un des métiers où on n'embauche plus, on n'arrive plus à recruter. Et si on ne prend pas conscience de ça, eh bien, demain, il n'y a plus de maintien à domicile. Donc il faut vraiment que nous, François Ruffin le dit à un moment donné, lui nous donne un outil, le film, mais c'est aussi à nous, les femmes, puisque là on est 97%, de se dire il faut qu'on se bouge.
Alors, le maintien à domicile, c'est pas une grande lutte. On connaît pas beaucoup la grande lutte. Ça fait très peu qu'on bouge, donc on apprend, mais il faut qu'on apprenne vite parce que les présidentielles arrivent. Alors, on va prendre une dernière question dans la salle. Je voudrais juste ajouter, excusez-moi, je vous coupe un petit peu la parole. Il y a aussi les gens qui sont bénéficiaires de vos services, qui peuvent être aussi à vos côtés là-dedans. On n'a pas parlé des AESH, là où il y aurait quand même quelque chose peut-être de plus facile à mener dans la bataille, c'est que normalement, elles pourraient avoir qu'un seul interlocuteur, c'est le ministère de l'Éducation nationale, et c'est pas le cas, puisque donc du coup là, dans la loi, c'est certainement plus facile. Et il y a aussi des petites victoires comme les femmes de ménage à l'Assemblée nationale qui pourraient aussi éventuellement faire tache d'huile avec ce 13e mois. Enfin, voilà. Excusez-moi, madame. Non, mais vous avez posé le problème que j'allais soulever. C'est normal qu'on se soit bien focalisé longtemps sur le problème du grand âge et je vous en suis reconnaissante, mais je voulais remercier M. Ruffin d'avoir parlé des métiers du lien, notamment pour ces auxiliaires scolaires d'aide aux enfants handicapés qui, eux, sont de toute façon et automatiquement en CDD, puisque les horaires des enfants à l'école ne sont pas des horaires complets et qui ont changé en peu de temps et plusieurs fois de statut et qui sont les précaires d'entre les précaires, puisque quand ils ont fait, on leur dit on va vous reconduire et puis on peut arrêter leur contrat, même en milieu d'année scolaire, sans se soucier à la fois de l'enfant qu'on abandonne et puis de l'adulte qui s'est investi pendant un an et demi et qui se voit à un moment donné renvoyé ailleurs. Donc les métiers du lien, ça couvre effectivement bien au-delà des personnes qui s'occupent de l'aide à domicile. C'était tout ce que je voulais dire. Voilà, une toute dernière question, et il y en a plein. Je m'engage auprès de ceux qui ont envoyé des questions à les donner. Il y a beaucoup de félicitations sur le film qui arrive de partout. Bonjour, moi je veux juste préciser que s'agissant des AESH dans les écoles, les prescriptions des horaires sont faites par les MDPH par rapport aux enfants, c'est-à-dire les maisons du handicap. Donc c'est un autre ministère qui prescrit le nombre d'heures qui doit être affecté à un enfant. J'ai une dernière question à te poser. Une fois, tu as dit un truc assez surprenant, mais je trouve assez éclairant sur qui tu es, sur ta vision du monde et sur la constance de ton travail. Tu as dit « je me méfie », c'est assez surprenant. Tu dis « je me méfie du mot engagement ». Et je n'aime pas beaucoup le terme de réalisateur engagé. Tu te souviens quand tu as dit ça? Ah oui, je ne l'ai pas dit qu'une fois, ça. Mais je me méfie pas des réalisateurs engagés. C'est pas la... Non, je sais pas que je me méfie, j'aime pas, parce qu'en fait, en général, quand on me qualifie, alors ça va, je suis pas trop sollicité par les médias, mais quand je suis sollicité par les médias, ma description c'est « nous recevons aujourd'hui le réalisateur militant ou le réalisateur engagé Gilles Perret ». Voilà, mais est-ce qu'on dit à Guillaume Canet, est-ce qu'on reçoit le réalisateur engagé pour les classes des bobos parisiens qui partagent leur week-end sur les plages de... Non, jamais. Alors en fait, le terme engagement militant, il est attribué qu'à nous, quoi. Et parce qu'on s'occupe on essaie de faire ce qu'on peut pour parler des classes sociales entre guillemets inférieures. Donc c'est juste dégueulasse parce qu'en fait, c'est fait à dessein, c'est pas un hasard. C'est que en disant ça, ça veut dire que le téléspectateur ou l'auditeur, il se dit bon on a compris, il va nous servir sa messe, il va nous sortir un truc un peu dogmatique et machin. Bon c'est bon, donc les écoutilles se ferment. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas, j'ai rien contre l'engagement, j'ai rien contre le militantisme, et ça je ne vais pas vous surprendre en disant ça, mais c'est que de se faire toujours qualifier comme ça, comme si on ne faisait pas du cinéma, comme si on n'avait pas notre place, comme si... Voilà, moi, on ne va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais enfin, on essaye quand même de faire des films où j'espère que vous avez pris du plaisir, que vous avez été ému et que vous sortirez de cette salle en ayant partagé quelque chose qui vous laissera quelques traces. Et je pense que le cinéma, c'est un petit peu ça aussi. Vous n'avez pas reçu un tract politique dans la gueule et puis en disant maintenant, il faut penser ça comme ça, puis c'est terminé, quoi. Il y a de la complexité. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal un petit peu avec ce terme. Après, si c'est selon qui le prononce, ça va. Mais quand c'est dans la bouche de certains, on sait pourquoi c'est prononcé comme ça, et ça, c'est un peu les boules, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Merci à Anne aussi pour